Bonjour à tous. Aujourd'hui, le cours qu'on va faire, c'est une analyse de documents sur un texte très célèbre qu'on appelle l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539. Donc ça s'intègre dans le cours à la suite de la partie sur le sacre qui montrait la puissance de la monarchie grâce à la religion. On va voir ici, à l'époque de François Ier, comment l'administration aussi est réorganisée donc avec ce texte. En fait, cette analyse de documents comprend deux textes qui sont tous issus de l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539. En fait, l'ordonnance est assez longue, mais on a les deux extraits les plus célèbres. Le premier ici, qui donc montre que le latin va être remplacé par le français dans toute la... Et le deuxième texte qui fait une référence aux registres paroissiaux. Alors donc cette analyse de document, c'est bien qu'on la fasse ensemble, d'une part parce que le document est important et il fait partie des documents à analyser de façon obligatoire dans les programmes, et d'autre part en même temps c'est franchement un document qui est pas forcément facile à analyser tout seul, parce que c'est un texte officiel, c'est un texte de loi qui date en plus du XVIe siècle, donc pour vous la langue n'est pas forcément facile à comprendre, il y a pas mal de références de mots que vous maîtrisez pas forcément. Alors, je vous rappelle que sur l'analyse de document, on fait toujours trois parties. D'abord, une introduction en fait dans laquelle on présente le document. Après, l'analyse du document, du contenu, qui doit être l'essentiel évidemment de votre travail. Et ensuite, une conclusion sur l'intérêt global du document et éventuellement sur ses limites. Sur la présentation du document, c'est quelque chose qu'on fait depuis le début de l'année, donc ça, vous devez maîtriser un minimum, mais c'est toujours une épreuve pour vous difficile sur laquelle il faut être rigoureux. Alors en mémotechnique, on peut utiliser le SNAC pour rien oublier. Source, nature, auteur, contexte. Alors la source, c'est d'où vient le document, où est-ce qu'il nous est, par quelle source justement il nous est arrivé ici, et est-ce que c'est un document qui est d'époque ou est-ce que c'est un document qui a été fait après quelques années ou quelques siècles après le moment qu'il évoque. Alors d'abord la source ici, bon, sont les archives nationales, puisque c'est un document officiel, il est stocké aux archives de France. Donc ça montre l'importance du document. C'est un document évidemment qui est d'époque, puisqu'il a été fait en 1539 et publié en 1539, et qui parle de l'époque de 1539, donc pas de problème, c'est une source directe. En ce qui concerne la nature du document, je rappelle que la nature du document, c'est en fait quel est le type de document que vous avez sous les yeux. Alors évidemment, on l'a dit, pour un texte, il n'est pas suffisant de dire que c'est un texte. Alors c'est une ordonnance, évidemment. Ordonnance, c'est un texte que vous connaissez pas forcément. Une ordonnance, c'est un texte de loi sous la monarchie, en fait. Enfin, une forme de texte de loi, en tout cas une décision royale. Donc c'est un document, tout ce qu'il y a de plus officiel. Nous avons ici que des extraits de texte qui visiblement est long. Ça, je ne l'ai pas vu en détail, j'ai pas été voir le texte dans son intégralité. Mais quand je vois qu'on a quand même au minimum 111 articles, puisqu'on a l'article 111, que chaque article est assez long, on peut considérer donc que cette ordonnance était relativement longue et faisait plusieurs pages. Alors, en ce qui concerne l'auteur, c'est le roi, évidemment. Si on veut chipoter, on peut se douter que c'est pas le roi qui lui-même a rédigé l'intégralité du texte, mais que c'est forcément des gens qui travaillent au service du roi qui l'ont fait. Mais c'est bien une décision du roi, et comme vous le voyez ici, c'est bien signé du roi. François Ier, vous n'êtes pas obligé de connaître beaucoup de choses sur lui, mais c'est vrai que c'est un roi quand même célèbre. Il est connu au XVIe siècle, il fait partie des 5 ou 10 rois les plus connus de France, donc il faut connaître au moins son nom et savoir qu'effectivement ça fait partie des grands rois vraiment de la Renaissance, de la fin du Moyen-Âge. Un roi donc qui augmente la puissance royale et veut réorganiser l'administration, ça on peut le déduire du texte lui-même. Enfin, en ce qui concerne la date et le contexte, on va revenir justement sur François Ier en 1539, bon on va pas rentrer dans les détails évidemment de ce qui se passe à l'époque, mais on est en pleine époque de la Renaissance. On est quelque temps aussi après la mise en place du protestantisme en Europe, donc c'est un moment évidemment important. François Ier donc est roi depuis près de 25 ans, ça c'est important aussi, on peut le déduire, puisqu'il est depuis 1515. Donc c'est déjà un roi qui a de l'expérience, qui a du pouvoir, et c'est pas l'une des premières lois donc qu'il met en place, c'est une loi qu'il met en place après longue réflexion sans doute. Il s'impose comme un défenseur des artistes et des penseurs, un prince de la Renaissance. François Ier est resté célèbre aussi pour avoir accueilli par exemple Léonard de Vinci
en France pendant plusieurs années. Et donc quelqu'un qui a réformé l'administration. En conclusion de tout ça, donc un doc officiel, un peu technique, pas toujours facile à traduire, mais dont l'importance historique donc va être montrée ici. Alors on commence donc la deuxième partie sur l'analyse du document. La méthode toujours la même, partir de ce que dit le texte, puis l'expliquer à l'aide des connaissances du cours, l'expliquer, le compléter, le critiquer, bref, prendre un peu de recul vis-à-vis du contenu du texte. Alors, il y a ici deux extraits différents de cette ordonnance. Le thème global, c'est la modernisation de l'administration de l'État, mais chaque texte traite d'un point différent. Le premier parle de l'utilisation du français comme langue unique dans toute l'administration, le second des registres paroissiaux. Alors j'ai repris ici une analyse que j'ai retrouvée qui était intéressante sur internet. Vous avez des citations donc directement de ce premier texte, puis des reformulations, ce qui permet de redonner un sens plus clair si besoin est, et ensuite une explication. Alors on verra qu'on peut quand même compléter ces explications, mais c'est déjà pas mal. Premier point, par exemple, quand il dit « afin qu'il n'y ait cause de douter sur l'intelligence des arrêts », rien que la phrase, effectivement, pour vous, est pas facile à comprendre. Ça veut dire afin que le sens des arrêts ne soit pas trop ambigu, c'est-à-dire pas trop compliqué. Bref, l'explication, c'est qu'il y avait une difficulté de compréhension des textes officiels. Donc ça, c'est le premier point à prendre en compte, et c'était sans doute vrai, même si là aussi on le voit, ce texte, c'est aussi pas facile à comprendre non plus. Deuxième point, telles choses sont souvent advenues sur l'intelligence des mots latins. Donc là, l'idée, c'est que le latin n'est pas toujours compréhensible, incompréhension récurrente du latin, ok. Troisième chose, toute procédure et autres quelconques actes soient prononcés, enregistrés et délivrés en partie en langage maternel français et non autrement. Toutes les procédures et les arrêts devront donc être rédigés en français. Obligation de produire et de diffuser des textes officiels exclusivement en français afin de faciliter et de clarifier les procédures. Ok. Donc cette décision, même s'il y en a d'autres, évidemment cette ordonnance qui comprend 111 articles, c'est quand même la décision la plus importante et la plus célèbre de cette ordonnance. C'est celle qui fait que ce texte rentrera dans l'histoire. En gros, il dit clairement que le latin n'est plus la langue officielle de l'administration et est remplacé par le français dans tous les actes officiels de l'État d'un seul coup. Donc c'est quelque chose qui ne sera pas progressif, mais qui sera mis en place de façon générale partout. La raison officielle, c'est que le latin posait des problèmes de compréhension possibles, mais il y a sans doute des raisons beaucoup plus politiques derrière. On peut bien imaginer que c'est pas la seule raison. Effectivement, avant 1539, les textes étaient en latin ou dans différentes langues, comme l'occitan, le breton. Avec ce texte, le roi impose sa langue à tous et s'éloigne donc de la langue de la religion. Donc effectivement, c'est un élément intéressant, à mon avis en tout cas. Si on n'utilise plus le latin, c'est qu'on n'utilise plus la langue officielle de l'Église, mais aussi celle qui est utilisée partout en Europe, par tous les clercs. Et donc là, à la place, on met en place le français, ce qui montre que le roi, justement, se maîtrise totalement son administration et impose sa décision. Et d'autre part, évidemment, c'est le triomphe du français par rapport à toutes les autres langues régionales. À l'époque, une petite minorité de Français parle le français du roi. Alors c'est quoi ce français, cette langue française? En gros, c'est celle qu'on parle dans la région de Paris jusqu'à Tours, Angers, Orléans, donc en gros autour de la Loire. Après, effectivement, à l'ouest de la France, au nord, à l'est, au sud, ouest, au sud-est, on parle des langues totalement différentes. Alors quel changement majeur pour la langue française? C'est le moment justement où la langue française va devenir officielle, c'est-à-dire qu'à partir de là, on va la fixer par écrit, on va faire des dictionnaires de la langue française, ça va d'ailleurs être le rôle de l'Académie française qui va être mise en place un peu après. Donc à partir de là, la langue du roi, la langue de la région d'Orléans et de Paris en gros, s'impose à toute la France comme la langue officielle des Français. Et donc ça évidemment, ça aura une importance considérable pour faire disparaître, en tout cas marginaliser toutes les autres langues, et pour faire petit à petit du latin ce qu'on appelle une langue morte, ou en tout cas une langue qui n'est plus utilisée au quotidien. Donc c'est un élément très important d'un point de vue politique. La langue, c'est ce qui véhicule évidemment en bonne partie aussi un état d'esprit, une culture, des références. Et évidemment, à partir du moment où le français s'impose partout, il écrase un peu l'occitan, le breton, le basque, etc. et toutes les autres langues régionales. Et donc ça aura un impact très important sur la suite de la culture française, où évidemment toute la littérature, à partir de là, toute la poésie, etc.
se fera exclusivement ou quasiment en langue française. Alors, deuxième texte, c'est sur les registres paroissiaux qui obtiennent une valeur légale. Sera fait des registres en forme de preuves, donc ces registres sont des preuves officielles, les registres deviennent des documents officiels. Ce qui concerne les baptêmes, c'est-à-dire qu'il s'agit de répertorier les naissances. Prouver le temps de majorité ou minorité, il s'agit ici de prouver à la majorité ou la minorité des sujets du roi, en gros de connaître l'âge des sujets, pour rédiger des actes officiels comme des mariages, des jugements, et ça on le fait effectivement en fonction de l'acte de naissance. Ils seront signés d'un notaire et avec le curé. Les autorités locales qui connaissent bien les sujets sont mises à contribution. Par devers le greffe du prochain siège du bailli ou sénéchal royal. Le bailli ou sénéchal sont des agents de l'administration royale, donc les documents sont remis aux officiers locaux de l'administration royale, d'où une centralisation des informations. Bon, ça veut dire quoi tout ça? Effectivement, c'est un peu complexe, c'est un peu technique, mais en fait c'est hyper important. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, toutes les informations dans chaque village que le curé a enregistré et qui est gardé pour lui, il faut qu'il le transmette aux officiers du roi, qui vont donc le garder, l'enregistrer. À partir de là, on va avoir une connaissance beaucoup plus importante de la population française. Alors les registres paroissiaux, c'est quoi? C'est donc des documents dans lesquels le prêtre note toutes les naissances, les mariages et les morts de sa paroisse. Ça, il le faisait gratuitement et depuis des siècles. C'était un outil évidemment qui est aujourd'hui très précieux pour les historiens. Mais en fait, le roi, lui, n'y avait pas accès à l'époque. Donc quel est le rôle désormais pour le prêtre? Il devient un peu un officier justement de l'administration royale. Pourquoi lui? C'est simple, déjà parce que c'est le seul qui sait lire et écrire le plus souvent dans un village, d'autre part parce qu'il est le plus souvent fiable, et ensuite parce qu'évidemment il va travailler gratuitement, et ça c'est pas rien non plus, évidemment il ne sera pas rémunéré pour faire ça, et donc ça pour le roi c'est un avantage important. Alors pourquoi ce registre est-il si important pour le roi? Ça va devenir évidemment un outil extrêmement précieux pour différentes raisons. D'abord, pourquoi est-ce qu'on compte les populations à votre avis? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir combien de populations dans un pays, etc. Le premier élément, il est d'ordre financier, c'est d'abord pour faire payer des impôts, pour savoir combien d'impôts vont rentrer. Donc c'est un élément évidemment déjà pour ça extrêmement important. On ne peut pas faire payer d'impôts tant qu'on ne sait pas combien il y a d'habitants, quels âges ils ont, etc., etc. Deuxième point, pour la guerre aussi, c'est extrêmement important. On ne peut pas savoir sur combien de soldats on peut compter si on ne sait pas quelle est la population de la France à ce moment-là. Donc ça, c'est un autre point évidemment extrêmement important. Et plus généralement, donc le roi a tout intérêt à mieux connaître sa population, mieux connaître son état de santé, mieux connaître son espérance de vie, mieux connaître la natalité en France pour pouvoir effectivement envisager après de mieux gouverner le territoire. Alors, en quoi cette ordonnance renforce-t-elle le rôle de l'État et du roi de façon décisive? Ça paraît assez évident. À partir de là, le roi a un contrôle beaucoup plus important. D'une part, il décide de la langue dans laquelle on va parler partout en France, et ça va être un élément décisif, et du coup ça va uniformiser aussi beaucoup plus le territoire français, c'est-à-dire que partout, au moins les prêtres et au moins plus tard les instituteurs et les maires, etc. vont devoir parler français, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres habitants du royaume. Et d'autre part, effectivement, ça va renforcer son pouvoir directement, son contrôle sur effectivement les populations, et pour lui une meilleure connaissance en tout cas des populations sur le royaume. Bref, un texte essentiel pour l'État qui impose le français comme langue officielle, qui va mieux contrôler la population grâce aux registres paroissiaux. Voilà, donc dans une conclusion, là vous allez assez vite, mais vous revenez toujours dans une conclusion, c'est extrêmement important, sur l'intérêt historique du document. En quoi ce document est un document précieux qui nous apprend des choses sur la société de l'époque. Or là, c'est un document effectivement de ce point de vue-là extrêmement intéressant et précieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt, portez-vous bien.